merci de m'avoir invité à présenter donc les résultats d'une étude que nous avons réalisée en 2020 dans le cadre du projet Roadmap, donc sur les filières sans antibiotiques. Et comme vous pouvez le voir apparaître sur l'écran, là, avec tous ces emballages, ces démarches sans antibiotiques sont aujourd'hui très nombreuses. Alors, en termes de méthode, donc l'étude s'est inscrite, comme je l'ai dit, dans le projet Roadmap, et ça a été dit, qui a été lancé en 2019 pour 4 ans, et qui vise à favoriser les transitions vers une utilisation plus prudente des antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, et ce qui m'a amené aussi à m'impliquer dans ce projet, c'est le fait que les sciences sociales et l'économie soient mobilisées beaucoup aux côtés des sciences animales et vétérinaires pour analyser les comportements des systèmes de décision tout au long de la chaîne alimentaire et pharmaceutique et mieux comprendre en fait les comportements des acteurs et leurs pratiques. Alors, outre le recensement de la littérature existante sur les filières sans antibiotiques dans la presse professionnelle, sur le site des entreprises, notre étude s'est appuyée sur 2 séries d'entretiens réalisés en 2020. Tout d'abord auprès d'un distributeur, un transformateur et de 10 vétérinaires ou responsables qualité de 5 groupements de producteurs de porcs représentant 55% de la production porcine française, puis de 18 éleveurs de porcs conventionnels répartis sur tout le territoire national, dont la moitié était engagée dans une filière sans antibiotiques. Et ces entretiens, en fait, nous ont permis de compléter la cartographie qu'on avait faite des filières sans antibiotiques et de mieux comprendre, en fait, leurs caractéristiques et leur fonctionnement. Alors, en fait, les filières sans antibiotiques sont apparues en France au début des années 2010. Les acteurs de la filière porcine, et c'était valable en aviculture, ont commencé à développer des référentiels privés pour répondre à la demande de certains distributeurs. Ce n'était pas vraiment des consommateurs, c'était plutôt une demande des distributeurs et communiquer sur les efforts des éleveurs. Et en l'absence d'une réponse collective de l'ensemble de ces acteurs économiques, les cahiers des charges se sont multipliés au cours du temps, comme vous le voyez ici s'afficher, comme un moyen en fait, pour les entreprises de se démarquer de leurs concurrents et d'améliorer leur image. Et en fait, toutes ces démarches-là, toutes ces filières sans antibiotiques émanent soit de distributeurs, de transformateurs, d'abatteurs ou de coopératives. Les spécifications, en fait, dans ces cahiers des charges sont en général évolutives dans le cadre d'une démarche qu'on appelle de progrès. Par exemple, pour le critère sans antibiotiques, l'allégation à partir de 42 jours de vie est progressivement remplacée ou complétée par depuis la naissance au fur et à mesure des progrès. Et enfin, la disposition des consommateurs à payer plus pour l'atténuation d'une caractéristique négative étant faible, voire inexistante. Le critère sans antibiotiques, en fait, toujours inclus dans une démarche de valorisation plus globale qui comprend aussi des critères sur l'environnement, la rémunération des producteurs, le sans OGM, etc. Alors, notre étude a évalué la part des porcs produits en filière sans antibiotiques en France à environ 15% en 2020. Selon les responsables interrogés, en fait, le marché est mature, la demande est satisfaite, je cite le distributeur, la gamme sans antibiotiques s'est développée et a touché aujourd'hui les gens que ça intéressait vraiment. Et cette demande porte principalement sur le jambon cuit, un produit enfant, famille, avec une attente santé forte. En revanche, disent les personnes enquêtées, la côte de porc sans antibiotiques ne fonctionne pas car l'attente sur ce produit est le prix et le goût. Alors, la valorisation du reste de la carcasse constitue une limite au développement de ces démarches, comme toutes les démarches de filières différenciées, même si des débouchés sont trouvés en saucisses, pâtés, terrines, viande fraîche, etc. Les filières sans antibiotiques les plus importantes en volume en 2020 étaient la filière bien élevée de la Copperle avec 350 élevages qui produisent 3 millions de porcs sans antibiotiques, parmi lesquels 1 million sans antibiotiques dès la naissance, depuis la naissance, sur les 6 millions de porcs produits par les adhérents de la Copperle. La deuxième démarche en volume, c'est la nouvelle agriculture de Terrena avec une soixantaine d'élevages qui produisent environ 200 000 porcs sans antibiotiques sur les 825 000 porcs produits en 2020. Et enfin, éleveurs engagés de la société Avril et du transformateur Fleury-Michon, une quarantaine d'élevages qui produisaient 120 000 porcs sans antibiotiques sur les 1,9 million de porcs produits par Porc Armand Révolution.
Alors, la production de porc sans antibiotiques est avant tout une démarche de filière. Une fois le compromis trouvé entre les partenaires de la filière sur les exigences, leurs coûts et leur rémunération, les OP, les groupements, vont proposer à certains de leurs adhérents, notamment des faibles utilisateurs d'antibiotiques, des jeunes agriculteurs, des récents investisseurs ou à des prospects, d'entrer dans les démarches. Un audit de pré-référencement va vérifier la capacité du candidat à respecter l'ensemble des exigences du cahier des charges. Et les éleveurs qui voudraient entrer dans une filière sans antibiotiques, mais qui ne réussissent pas l'évaluation, peuvent se voir proposer par leur coopérative un audit pour identifier leur propre levier de progrès, ce qui est aussi un bénéfice collatéral des filières sans antibiotiques. Alors, la première motivation des éleveurs enquêtés pour entrer dans une filière sans antibiotiques est économique. Tous disent avoir été motivés par la meilleure valorisation de leur porc. Je cite, « Il n'y a que les 2 centimes qui me motivent, c'est un gain net pour le même travail, même si je perds un peu sur le prix de l'aliment ou l'abattage à 2 heures de route, alors que mon élevage est situé à 20 km d'un abattoir. » Les éleveurs disent aussi apprécier la sécurisation des débouchés et des prix avec des garanties d'enlèvement et des prix pivots. Et selon eux, en fait, la démarche sans antibiotiques permet de valoriser leurs pratiques de faible utilisation d'antibiotiques préexistantes sans être forcément le moteur du changement. Je cite des éleveurs, j'utilisais déjà peu d'antibiotiques, même sans filière sans antibiotiques, mon but était de ne pas mettre d'antibiotiques. Enfin, en entrant dans ces filières, les éleveurs nous ont dit être motivés par la volonté de promouvoir les bonnes pratiques, d'avancer, d'être précurseurs, de redorer l'image de l'élevage et du métier, de produire un produit de meilleure qualité, plus valorisant. Alors, la totalité des éleveurs enquêtés engagés dans une filière sans antibiotiques la recommanderait à un autre éleveur si celui-ci est capable de le faire au vu de son parc de bâtiments, de sa situation géographique ou de sa sensibilité. En tout cas, ils ne souhaitent pas, les éleveurs, voir ces démarches être imposées, car, comme le dit un des personnes enquêtées, ces démarches peuvent ne pas correspondre à tout le monde, car cela nécessite un engagement fort dans sa coopérative, prendre l'aliment, les produits de santé animale, etc. Mais il souligne l'engagement est réciproque, la coopérative s'engage à trouver les débouchés. Alors, l'engagement de l'éleveur dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un contrat qui va fixer la durée, 3 à 5 ans reconductible en général, le volume, la plus-value et dans certains cahiers des charges, une modalité de fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part variable de leur porc commercialisé dans la démarche. Un éleveur nous dit « Seulement un quart de mes porcs sont valorisés dans la démarche alors que je fais le travail sans antibiotiques pour 100%. J'ai un client local pour les autres porcs, mais il n'a pas voulu souscrire à cette démarche car il pense ne pas réussir à valoriser les 2,5 centimes. » La plus-value globale, tout compris, est d'environ 5 € par porc au total, mais elle varie selon les obligations sur l'aliment, le logement, le niveau de sans antibiotiques, les équipements et selon le degré d'approvisionnement, de fidélité auprès de sa coopérative. Alors, pour certains éleveurs, en fait, cette plus-value est insuffisante, mais globalement, en fait, ce qui ressort, c'est que les surcoûts strictement liés aux sans antibiotiques sont jugés assez limités comparativement aux autres contraintes, en particulier sur l'alimentation. Ces surcoûts sont liés à la substitution du curatif par la prévention, à des investissements en biosécurité, en réduction de la densité, ambiance, ventilation, une petite augmentation du temps de travail. À terme, selon certains, cette plus-value pourrait d'ailleurs disparaître. Une des personnes nous dit « La plus-value récompense les éleveurs d'avoir joué le jeu. Il s'agit de vendre plus cher un produit premium, mais qui demain deviendra le standard. Les distributeurs amorcent la pompe, le temps que les OP et les éleveurs aient calé leurs pratiques, mais dans 3 ans, ces derniers ne verront plus un centime. » Enfin, selon la règle de facturation propre à chaque filière sans antibiotiques, les porcs traités aux antibiotiques bénéficient ou non du bonus ou jusqu'à un taux maximum d'animaux traités. Ceci peut conduire certains éleveurs à ne pas soigner leurs cochons malades, un problème qui a été soulevé dans les entretiens. Lorsqu'un groupement est référencé pour fournir dans un cahier des charges, il est audité par un organisme tiers qui va vérifier comment il va procéder pour certifier les élevages et les contrôler.
Et lors de la certification, le groupement détermine quand le premier lot de porcs de l'éleveur pourrait être commercialisé en respectant l'ensemble du cahier des charges. Chaque cahier des charges dispose d'un plan de contrôle et d'une grille d'audit des critères à respecter. Et chaque année, tous les éleveurs certifiés sont contrôlés par leur groupement ou par un organisme certificateur mandaté, et 10 à 20% d'entre eux font l'objet d'un contrôle aléatoire par un organisme tiers. Le suivi des usages des antibiotiques utilisés par l'ALEA n'est pas obligatoire dans toutes les filières, tous les labels. D'autres critères de santé animale sont aussi utilisés, comme le taux d'animaux ayant reçu un traitement antibiotique ou le taux de perte de mortalité. Alors, au niveau des élevages enquêtés, si l'effectif 18 élevages ne permet pas de réaliser évidemment des analyses statistiques ni de tirer des généralités des enseignements, ces entretiens fournissent quand même des informations intéressantes. Premier point, en fait, on n'observe pas dans notre échantillon de différence de structure, de taille d'élevage et de performance entre des élevages en filière sans antibiotiques et des filières hors filière sans antibiotiques, des élevages hors filière sans antibiotiques. Autrement dit, en fait, on a des élevages en filière sans antibiotiques qui ont des résultats techniques meilleurs ou moins bons que la moyenne nationale selon leur situation sanitaire et leur maîtrise des conditions d'élevage. Deuxième point, en fait, des élevages peuvent avoir des usages d'antibiotiques très réduits, même sans obligation liée à un cahier des charges, comme le montre la comparaison intra-OP des indicateurs d'usage des antibiotiques entre élevages en filière sans antibiotiques et les autres. Troisième point, la connaissance par les éleveurs des quantités d'antibiotiques utilisées est rare. Seulement 6 des 18 élevages enquêtés ont un aléa calculé qu'ils regardent peu. Les 12 autres disposent pour le suivi de leurs dépenses de santé enregistrées en GTE, ventilées en vaccins, antibiotiques, hormones, antiparasitaires. Et un point régulier est fait avec le vétérinaire, je cite, pour se situer, réfléchir aux moyens de réduire les dépenses et remettre en cause les habitudes et les automatismes. Et quand ils existent, les résultats d'aléas sont transmis aux éleveurs une fois par an ou tous les trimestres, avec la possibilité de se comparer à la moyenne du groupement. Enfin, le calcul de l'aléa n'étant pas, à l'échelle de l'élevage n'étant pas harmonisé au niveau national, les modes de calcul en fait sont hétérogènes entre les groupements de producteurs, ce qui ne permet pas de comparaison entre les élevages de différentes structures. À l'avenir, le calcul des usages d'antibiotiques sera possible et même plus précis à partir des données sur les traitements directement enregistrés dans le registre d'élevage. Des logiciels existent pour informatiser ce registre d'élevage et calculer des indicateurs d'usage selon une standardisation validée par l'IFIP et l'ANSES. Alors, au niveau des élevages enquêtés, on a aussi des renseignements sur le comportement des éleveurs et les partenaires sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ça renvoie aussi à des choses qu'a dit Nicolas. En cas de problème sanitaire, alors là, tous les éleveurs nous décrivent la même attitude face à sa situation. Premier point, attendre un peu, laisser le corps lutter. Je n'appelle pas le vétérinaire si 2 porcs sont crevés dans la journée, dit un éleveur. Prendre la température, donner un anti-inflammatoire, etc. Mettre en place le protocole de soins prévu pour les problèmes sanitaires classiques. Et si le problème persiste, appeler le vétérinaire pour qu'il réalise des prélèvements, des analyses ou des autopsies afin de réorienter le traitement. Chez la majorité des éleveurs enquêtés, quasiment la totalité même, le technicien et le vétérinaire travaillent en équipe. Le premier apporte un regard sur les techniques et la conduite d'élevage, tandis que le vétérinaire apportera un regard plus clinique. Et les deux s'informent mutuellement des conseils et des protocoles, sachant que très souvent, ils sont liés au groupement auquel adhère l'éleveur. Des éleveurs précisent, le technicien intervient pour le suivi technique avec un passage régulier. Quand il n'y a pas de souci spécifique, le vétérinaire vient en appui du technicien au minimum 2 fois par an. Et un autre explique, en premier, je m'appuie sur le technicien du groupement qui passe toutes les 3 semaines, puis le vétérinaire, si ça dérape fort, le vétérinaire passe obligatoirement 2 fois par an. Alors, en termes d'évolution des usages d'antibiotiques, sur les 3 dernières années, la large majorité des éleveurs enquêtés considèrent que leurs usages d'antibiotiques
ont baissé ou stagné en raison de facteurs multiples, amélioration de l'hygiène, de la biosécurité, recours à la vaccination, à des produits alternatifs, amélioration de la qualité des bâtiments et des conditions de logement, changement de formulation de l'aliment, entrée dans une filière sans antibiotiques et bien d'autres facteurs comme l'autorenouvellement, un dépeuplement, repeuplement, etc. Et pour les 3 prochaines années, en fait, la majorité des éleveurs considèrent avoir atteint un plancher. Je cite, « Je suis arrivé au niveau où faire moins est compliqué, car on n'utilise vraiment pas grand-chose. » Et un autre, « Maintenir le niveau actuel d'usage d'antibiotiques serait déjà très bien. » À l'inverse, selon les vétérinaires et les techniciens enquêtés, des marges de réduction demeurent à l'échelle collective, certains élevages n'ayant plus de marge de progression, tandis que d'autres ayant une marge importante. Alors, outre la qualité et la cohérence des bâtiments, les freins à un usage plus prudent des antibiotiques évoqués sont psychologiques, les habitudes, souvent. J'ai toujours fait comme ça. La peur, je n'ose pas arrêter, j'ai peur de prendre un bouillon. Des a priori, il vaut mieux sécuriser au sevrage et que le cochon n'ait plus besoin d'antibiotiques ensuite. Le rôle de la réglementation pour impulser les changements de pratique est aussi souvent souligné, ainsi que la sensibilisation des éleveurs à la problématique de l'antibiorésistance. Il n'en reste pas moins que la pression à la baisse des usages d'antibiotiques ne doit pas conduire, et c'est souvent signalé dans les entretiens, pour des raisons de bien-être animal, à ne plus soigner les animaux malades. Un vétérinaire explique que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui s'autocensurent sur l'utilisation des antibiotiques. Ils ont tellement entendu que ce n'était pas bien qu'ils en arrivent à ne plus soigner leurs animaux. Cette censure existe aussi chez les vétérinaires. Et un éleveur nous dit, avec les cahiers des charges sans antibiotiques, j'espère qu'on aura encore le droit d'avoir des cochons qui ont reçu des antibiotiques. Il ne faudrait pas arriver à un extrême où les cochons qui ont reçu des antibiotiques ne sont même plus commercialisables. Alors, pour conclure, les usages d'antibiotiques ont fortement baissé dans la filière porcine française sous les effets conjugués des progrès techniques, solutions alternatives, biosécurité, de l'évolution de la réglementation et de la mise en place de cahiers des charges privés que je viens de présenter. Ces filières sans antibiotiques ont été co-construites dans le cadre d'accords commerciaux entre maillons de la chaîne de valeur, et elles témoignent en fait d'engagement réciproque des éleveurs à modifier leurs pratiques, à mettre en place de la traçabilité, et des acheteurs de porc à apporter des compléments de prix, des garanties d'enlèvement, une fixation de prix différenciée pour limiter la volatilité. Le but étant d'élaborer une valeur ajoutée unitaire supérieure. Alors, on l'a dit, le marché du sans antibiotiques est aujourd'hui mature en porc. Et en termes de perspective, en fait, l'absence de définition légale du sans antibiotiques, contrairement au sans OGM, a conduit, on l'a vu, à des cahiers des charges multiples et à des pratiques d'étiquetage très diverses. Je cite là 3 responsables qualité. Les cahiers des charges les mieux disants se font rattraper. C'est la course à l'échalote. Si une structure le fait, les autres doivent suivre, avec des différences souvent minimes. Un autre dit tous les cahiers des charges sont tous les mêmes à 5% près. Et un autre, entre cahiers des charges, il n'y a 3 fois rien qui change. Ça n'a plus aucun sens. En effet, la confusion qui peut résulter de cette multiplicité de cahiers des charges, y compris sur les prix perçus par les éleveurs, réactive chez certains l'attente d'un encadrement réglementaire qui avait été évoqué en 2015 et plaide pour une simplification de la segmentation. De plus, la massification de l'offre qui résulterait de cette simplification permettrait de renforcer la capacité de négociation. Alors, pour conclure, c'est ma dernière diapositive. À l'issue de ces 30 entretiens, donc 12 acteurs économiques et 18 éleveurs, on a retenu un certain nombre de recommandations dans le cadre du projet Roadmap à l'encontre des éleveurs en particulier. Premièrement, le conseil. Les éleveurs ont besoin de conseillers techniques, experts, du fait de l'amélioration aussi de leur niveau de connaissance, d'expertise, pour comprendre, prioriser, mettre en œuvre et suivre l'efficacité des mesures qui améliorent la santé animale. Former, les agriculteurs et leurs employés doivent être régulièrement formés pour mettre à jour leurs connaissances et partager leur expérience avec d'autres agriculteurs, ça c'est des choses qu'ils font déjà, et avec des conseillers. Rassurer, certains éleveurs et conseillers ont besoin d'être rassurés ou accompagnés pour abandonner leurs habitudes et leurs porcs face à l'utilisation d'antibiotiques. Valoriser les efforts des éleveurs, c'est ce qu'on a vu avec les filières sans antibiotiques.
réglementer. La réglementation a encore un rôle moteur sur l'usage des antibiotiques en fixant des objectifs de réduction et en restreignant l'usage d'antibiotiques critiques. Et enfin, et c'est important, mesurer et comparer à l'échelle de chaque élevage l'utilisation des antibiotiques avec un indicateur standardisé. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Christine pour cet exposé très clair et instructif. Alors, Christine Fourrichon, cette fois, oui, est-ce qu'on a merci. Du temps pour quelques questions? Merci beaucoup, Christine. Je passerai la main à Christelle à 50 parce que j'ai une contrainte. J'étais un peu trop optimiste sur la fin de notre séminaire. Donc, Christelle prendra le relais à 50 si jamais nous n'avons pas terminé. Je n'ai pas vu de questions dans le panel. Alors, moi, j'en avais une. Je me souviens, lors d'une réunion il y a quelques années déjà, d'une réaction assez vive de l'administration vétérinaire, enfin de représentants de l'administration vétérinaire vis-à-vis de la création de ces filières sans antibiotiques, où ils étaient assez hostiles, avec comme principal argument le fait que créer du sans antibiotiques pouvait laisser penser que le reste était avec. Et en fait, ce n'est pas ressorti. J'ai l'impression que ce n'est pas des arguments qui sont ressortis dans les freins. Ça n'a pas été évoqué Non, en fait, c'est des choses. C'est vrai que quand ça a été lancé au départ, au début des années 2010, il y avait il y avait le pour et le contre. Et dans le contre ces démarches, il y avait justement le fait que ça pourrait laisser penser qu'il y ait des antibiotiques, etc. dans les autres filières. Et en fait, c'est plus du tout évoqué parce que finalement, c'était au point de départ, c'était évoqué. Et puis maintenant, chaque structure finalement a fait sa filière. Et voilà, c'est plus vraiment un sujet. Puis sachant qu'en plus, ce qui ressortait, c'est que ce n'était pas vraiment une attente des consommateurs. Ils disaient, il n'y a jamais un consommateur qui a été voir, dire, oh, moi je voudrais des produits où les cochons n'ont pas d'antibiotiques. C'est plus une attente, comme j'ai dit, de l'aval. Donc, il n'y a pas ce débat-là, parce que entre les résidus aussi d'antibiotiques dans la viande, enfin, il n'y a pas. Finalement, c'est des débats qui avaient pu y avoir au début des années 2010 et maintenant qui sont. Ouais, en fait, c'est un risque qui est assumé par les filières aujourd'hui, en fait. Oui, et puis en plus, c'est plus vu à la fois comme vraiment, c'est pour ça que je disais une démarche de progrès et de valorisation. Ouais. Il y a quand même un consensus sur le fait que de donner de quelques centimes d'euros, ça a un effet incitatif aussi pour progresser et puis faire progresser, comme je l'ai dit, un peu tout le monde. Donc finalement, c'est plus ça qui maintenant émerge. Ok. Et on a vu que ça représentait pour certains opérateurs un volume maintenant important de leur production. J'ai compris que là, on est un peu en stagnation ou ça continue encore à augmenter? Du coup, on a fait les entretiens en 2020. Là, je n'ai pas regardé si ça évoluait. Et ce qui ressortait, c'est que ceux qui finalement étaient intéressés par cet item, quoi, en fait, cette allégation sur les produits, c'était limité à la fois en nombre de personnes et en type de produits. Donc, après, de toute manière, le fait de, comme je disais, de donner quelques centimes et d'aller les chercher sur le marché, c'est pour ça qu'ils étiquettent aussi sur le marché, les distributeurs, c'est pour pouvoir aussi aller chercher ces quelques centimes. En définitive, ça fait quand même progresser un peu tout le monde. Et voilà, une fois qu'on a réussi un peu à progresser, qu'on a une meilleure technique, si on peut se maintenir, voilà, c'est. Du coup, en définitive, le sans antibiotiques 42 jours, peut-être que demain, d'une certaine manière, ça sera un peu le standard, c'est ce qui était évoqué, quoi. D'accord. Et il n'y a pas de conflit entre l'émergence des autres cahiers des charges, port non castré, port bien-être, etc. C'est le fait que ça s'accumule, en fait. Est-ce que ça a été évoqué, ça, en fait, c'était assez à faire face à tout ça? C'était assez complexe, en fait, des fois à comprendre parce que c'est tellement divers. Et en fait, alors moi, j'ai jamais compris comment le consommateur s'y retrouvait. Hein. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est souvent des briques, en fait, qui s'articulent les unes avec les autres. Il y a la brique sans antibiotiques, la brique bien-être, la brique environnement, la brique, etc. Et en fonction des demandes des clients à l'aval, et leur consentement à payer aussi pour les demandes qu'ils formulent, du coup, les cahiers des charges sont structurés, d'où cette multitude. Donc, et en plus, il n'y a pas d'antagonisme entre le bien-être, le porc, le mal entier et le sans antibiotiques, donc ça fonctionne. D'accord, merci. Christelle, est-ce que tu as… Oui, moi, j'ai noté.
Toujours pas de question qui vient, donc Non, ça me permet d'en poser une. Vous disiez, Christine, que ça peut conduire certains éleveurs à ne plus traiter des animaux malades, le fait d'être engagé dans ces filières sans antibiotiques. Donc, ça peut poser la question sur le plan de la bientraitance animale, du bien-être animal plus généralement. Et pour éviter cet écueil, est-ce qu'au travers de votre travail, vous avez perçu s'il y a des évolutions qui sont envisagées pour instaurer des indicateurs qui permettent de détecter des situations où on irait à l'extrême à ne plus traiter les animaux, ou des indicateurs qui permettraient de mettre des garde-fous pour ne pas passer sur un côté de non-traitement d'animaux qui le nécessitent quand même? Alors, je ne vais pas extrapoler et dépasser mes compétences. La première chose ce qui ressortait, c'est aussi, on sait que la Coperle, par exemple, va payer pour les animaux traités la même prime. Donc, finalement, ça va faire en sorte que finalement, voilà, l'éleveur ne va pas se poser la question. Ce n'est pas grave, s'il traite un animal malade avec des antibiotiques, il ne perdra pas le bonus. Donc ça, c'est une façon aussi d'éviter à la fois que les éleveurs ne traitent pas, ne soignent pas des animaux malades, et d'autre part, c'est éviter aussi que les gens finalement ne déclarent pas que l'animal a été traité ou des choses comme ça. Donc, il y a ça. Après, toutes les structures ne le font pas, voilà, chacune. Et après, en fait, il y a l'histoire des antibiotiques, et puis après, je ne veux pas dépasser, mais ce qui me surprenait, c'était des éleveurs aussi qui, d'une certaine manière, je ne suis pas sûre que même s'ils n'avaient pas été en filière sans antibiotiques, ils auraient traité leurs cochons, parce qu'ils considéraient que finalement, ça coûtait peut-être plus cher à traiter, à sauver le cochon, qui de toute manière allait être saisi à l'abattoir. Donc, ils disaient, celui-là, bon, il était déjà un peu tocard à la naissance, bon, on l'a déjà traité en post-sevrage, bon, là, de toute manière, et dans certains cas, c'était l'euthanasie, quoi. Donc, mais ça, je n'ai pas assez de compétences là-dessus ou connaissances pour aller au-delà. Ok, merci Christine. Et donc, je vois que Christine Forichon nous quitte. Merci Christine. Oui, je suis désolée. Animation. Et on comprend les contraintes. On a débordé un peu de temps. Oui. Bien. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt, Christine. Et donc, Christine Roguet, j'aurais peut-être encore, si on peut se permettre, une dernière question, une autre sur le projet Roadmap dans l'année qui reste. Est-ce qu'il est prévu un volet complémentaire pour avoir la perception qu'a le citoyen de ces démarches sans antibiotiques? Nicolas est là, il pourrait répondre, mais non, on n'a pas creusé, c'est pas prévu en fait d'un roadmap. Après, on a des travaux, nous, sur la perception qu'ont les consommateurs des allégations, par exemple, bien-être ou des choses comme ça. Mais sur cette allégation sans antibiotiques, ce n'est pas prévu dans le projet roadmap. Oui, je confirme. Et à l'issue du projet, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui sera intéressant d'ajouter à la brique éleveur, prescripteur, vétérinaire, enfin, d'avoir fait toute une partie des acteurs des sciences animales, de voir du côté des citoyens s'il y a aussi des actions à mener, ou comment faire porter aussi peut-être les efforts qui sont faits au niveau des professionnels au plus grand public pour voir l'évolution qui s'instaure sous l'impulsion aussi d'une demande sociétale? Alors, nous, au niveau de l'IFIP, et puis de mes projets, ce n'est pas forcément prévu, dans le sens où, bon, moi, je fais l'hypothèse que si on fait des enquêtes auprès des consommateurs, de toute manière, la connaissance sera très limitée et la demande pas très importante. En revanche, ce que je trouvais intéressant, c'était l'approche du distributeur, de dire que de toute manière, eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est contribuer à la réduction donc, de l'antibiorésistance, des usages de manière globale, et que finalement, ces démarches-là de commander à leurs fournisseurs de porc ou de volailles des produits sans antibiotiques à des degrés divers, c'est plus de la RSE d'une certaine manière, et qu'après, ils ont étiqueté le produit, comme je disais, pour mettre en avant les efforts des éleveurs et essayer de les valoriser, quoi. Donc après, voilà, on pourrait aussi creuser, est-ce que vérifier tout ça, quoi, à quel point finalement les consommateurs attendent ou pas des produits sans antibiotiques. Mais c'est vrai que, là, pour le coup, autant pour le bien-être animal, alors déjà, ils ont une connaissance assez faible, mais ils ont de l'élevage, mais des attentes assez précises sur ce qu'ils veulent ou pas, et des liens qui sont établis entre les conditions de logement, la qualité des produits, etc. Autant pour les antibiotiques, je pense que la connaissance est encore pire entre les résidus, entre les usages en élevage, etc., quoi.
Merci Christine. Nicolas, est-ce que vous voulez compléter? Pas spécialement, je pense que Christine a tout dit, non, mais nous non plus, on n'a pas pour l'instant de projet qui viserait à faire ça là, dans les prochains mois ou même les prochaines années. Mais en soi, c'est une bonne question de comprendre en fait comment on crée ce qu'on appelle en sociologie de la construction sociale de la qualité, c'est-à-dire de la qualité des produits alimentaires, comment on définit ce qui a une propriété particulière, ici le sans antibiotiques, à côté la protection du bien-être, etc. Et comment où les AOC dans d'autres domaines, etc. Il y a un certain nombre de travaux là-dessus. Et forcément, à un moment donné, il faut comprendre vraiment comment la demande se construit ou ne se construit pas. Et c'est vrai que dans Roadmap, on avait sans doute à un moment donné, on avait cette ambition d'essayer de voir toute cette chaîne agroalimentaire et la construction de la qualité sans antibiotiques, c'est-à-dire de la caractéristique sans antibiotiques comme caractéristique à la fois technique mais aussi marchande. On n'a pas forcément réussi, alors à part en France, et heureusement on remercie encore une fois l'ICFIP et puis aussi l'ITAVI qui a fait une chose un peu similaire sur le sans antibio en filière volaille, mais on n'a pas réussi à tenir dans tous les pays ces enquêtes un peu fines qui montrent aussi comment les distributeurs se sont positionnés, le rôle des COP pour recruter les éleveurs, etc. Tout ce qu'a expliqué Christine ici. Mais moi, je pense que c'est un levier important quand même de ce qu'on a observé ces 10 dernières années, la mise en place de ces standards privés, comme on dit. Donc, des questions demeurent, y compris à la fin du projet. On verra comment on arrive à les poursuivre ou pas. Merci beaucoup pour ces compléments et pour toute la richesse des informations que vous avez partagées avec nous. Donc, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent dans le bouton QR ou dans le fil des discussions. Donc, on arrive au terme du webinaire. Donc, merci à tous pour la qualité des échanges, ces questions aussi auxquelles vous vous êtes prêtés en termes de réponses. Et donc, l'AFZ renouvelle ses remerciements à chaque intervenant pour ces enrichissants échanges et à tous les auditeurs. Et nous vous donnons rendez-vous le 27 juin pour le dernier webinaire donc, de la série qui va être consacré aux innovations que l'on peut attendre en termes de vaccination et de génétique pour mieux gérer la santé des animaux en élevage et également à l'économie de la santé. Et pour l'économie de la santé, ça fera l'objet d'une table ronde qui permettra encore plus d'interactions et d'échanges. Et pour la suite, pour être informé de tous nos événements, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site de l'AFZ via les réseaux sociaux ou, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à adhérer pour recevoir en direct des informations via notre newsletter. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.